Paris, où depuis tant de siècles bat le cœur de la France. Les acclamations montent sans fin vers le grand soldat, vers la haute et pure figure de légende qu'est Philippe Pétain. Avait-on envie de le juger, Pétain? Non. On ne souhaitait pas avoir à le juger. Et si les Suisses ne l'avaient pas rendu, le gouvernement s'en serait consolé. Mais est-ce qu'on a fait savoir aux Suisses qu'on ne souhaitait pas qu'il rentre? peut-être très officieusement. Mais je n'en suis pas sûr. Le général de Gaulle lui-même, à votre sens, ne souhaitait pas... Ne souhaitait pas. Ne souhaitait pas. Mais Pétain revenu sur le sol français, il était indispensable de le juger. Il y a 3 mois, le maréchal Pétain, renvoyé par Hitler, venait se livrer à la France. À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la République d'un trait de plume. Pétain, toujours entouré d'une garde personnelle, mais d'une garde un peu particulière, cette fois, entrait en prison, après Montoire, Montrouge. Celui qui s'était fait nommer chef de l'État allait commencer derrière ces sombres murailles le dernier chapitre d'une longue vie. Après le château de Sigmaringen, Pétain solitaire n'allait plus s'entretenir qu'avec ses avocats et ses souvenirs. Je l'ai vu dans sa cellule un seul instant avant l'instruction. Il m'a regardé, il m'a dit au moins il est grand. Et c'est tout ce qu'il a dit. Et puis j'ai assisté à l'instruction. Et l'instruction a été désastreuse en ce sens que le maréchal n'y était plus du tout. Il ne savait même plus de quoi on lui parlait. Le juge d'instruction, qui était particulièrement perfide, a profité de cette espèce d'altération des facultés du maréchal à ce moment-là pour faire acter par le greffier des déclarations qui n'avaient guère de sens. Et c'est à partir de ce moment que s'est noué entre le maréchal et moi une amitié, je peux dire une affection profonde. Je suis rentré chez moi après cet interrogatoire navrant. Je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser cet homme dans l'état où il est. Il ne peut pas comparaître devant des juges comme ça. Il n'est pas possible qu'il ait cette tenue devant ce qui va être un des grands procès de l'histoire de France. Alors j'ai pris ma bicyclette et je suis allé jusqu'au fort de Montrouge et je suis entré dans la cellule du maréchal. Et je lui ai parlé avec vigueur. Je lui ai dit, monsieur le maréchal, j'ai vu hier un vieux jardinier accusé d'un vol de légumes. Il faut que vous redeveniez Philippe Pétain, maréchal de France. Il m'a dit, mais je ne sais pas, je suis abandonné par tout le monde, je n'ai jamais comparu en justice. Et j'ai dit au maréchal, monsieur le maréchal, voilà ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Et j'ai écrit des pensées simples qu'il expliquait à lui-même. Et alors il prenait ça, il le regardait, il le lisait, et puis il le mettait dans son portefeuille comme un vieux paysan qui trouve un trésor. Et à partir de ce moment-là, je suis venu le voir tous les jours et j'ai essayé de suppléer à sa mémoire défaillante. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun, en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. Tu sauves la patrie une seconde fois. Regardez, écoutez, comprenez, et pressez-vous d'agir. Il n'y a pas une minute à perdre. Alerte. Français, j'assume
à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. En ces heures douloureuses, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Nous avons été sauvés par l'armistice. Il faut revenir sur tous les mensonges dont on nous a entretenus depuis des années et des années. La première victoire des Alliés, c'est l'armistice réclamé par Pétain dans ce que je peux appeler l'appel du 17 juin et qui est plus important que celui du 18. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes anges à ton appel suprême ont répondu présent. Alors, il y a quelqu'un qui a dit une chose juste, et c'est le général de Gaulle. Lorsqu'il a reproché à Pétain, de son point de vue, le crime d'armistice. Pour lui, le crime essentiel, c'était l'armistice. Parce que de Gaulle était assez politique pour savoir que dès l'instant que l'armistice était accepté, c'est-à-dire qu'on serait obligé de traiter avec un pays occupant, la politique ne pouvait guère être différente. Quelques semaines avant la libération, le maréchal Pétain était reçu à Nancy par une population qui, dans les mois suivants, a reçu le général de Gaulle avec le même délire. Ces pauvres gens se sont engagés dans la collaboration parce qu'il y avait le maréchal. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez les épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles. Mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Ayez confiance dans l'avenir de la France. Ceux qui, à Alger ou à Londres, se croient plus patriotes que nous, ne peuvent plus prétendre que les Français ne considèrent pas le maréchal comme le seul chef du gouvernement légitime français, comme le seul chef de la France. Ces bombes lâchées par les forteresses volantes sont destinées non pas aux ennemis des Anglo-Américains, mais à la France, aux Français. Les deux fins clochers de la cathédrale de Chartres dominent les ruines. Et vous voyez cet amas de pierres calcinées, c'est tout ce qui reste du vieil hôtel de ville. Doit-on voir dans la cathédrale d'Orléans mutilée la réponse de l'épiscopat anglo-américain à la demande des évêques de France qui s'élevaient contre la violence des bombardements terroristes? Détail symbolique, Jeanne a perdu son épée. Et c'est comme cela chaque semaine. Chaque jour même, certaines régions, comme les environs de Paris, reçoivent la visite de ceux qui se disent nos libérateurs. « 330 bombardements en 3 mois. Et cela ne fait que commencer, vous le savez bien. Cet immeuble qui brûle comme une torche, c'est la maison d'un Français. Demain, ce sera peut-être la vôtre. Sous les flammes se trouvent des corps. 1000 Lyonnais ont péri. Est-ce cela la guerre moderne? Est-ce cela la nouvelle arme anglo-américaine? Décimer, atterrer, affoler, assassiner des Français sans défense. Car n'ayons pas peur des mots, c'est bien de l'assassinat. Ça vous ennuie de voir des ruines, des cadavres. Vous n'êtes pas venu pour ça. Hélas, la semaine prochaine, au train où vont les choses, nous devrons vous en montrer encore bien d'autres. Les événements nous dictent l'actualité. Les Anglo-Américains peuvent être fiers. Il y a eu tellement de massacres causés par les avions. Oui, et les Français qui appelaient de tout leur cœur les avions autrefois, les Anglais, les Américains, qui ne savaient presque à qui se vouer, eh bien, ils ont compris l'inanité de leurs vœux d'autrefois. Ils ont compris qu'avant tout, il fallait rester français et parler français.
suivre ses pas. Maréchal, nous voilà, il nous a redonné l'espérance. La patrie reviendra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin, il faut se ressaisir. Et maintenant, c'est la voiture cellulaire. Dans le palais de Saint-Louis, au cœur de Paris.